Notre première question, ce sera sur l'ouverture du livre de Jean Védrine. Et au début, le père refuse, il va à une réunion on comprend que c'est le Parti communiste français, il refuse d'être appelé camarade là-bas. Et est-ce que vous accepteriez l'appellation de camarade? Vraiment, ouais, ça me fait ni chaud ni froid d'être appelé camarade. Je veux dire, vous pouvez m'appeler camarade. Si vous entendez par là membre du Parti communiste, non, c'est faux, puisque je ne suis pas, et je n'ai jamais été membre du Parti communiste, ni trotskiste, ni maoïste, ni quoi que ce soit eniste. Mais si vous voulez que nous soyons camarades pour organiser la prochaine révolution, appelez-moi camarade. Moi, c'est très délicat, parce que moi j'ai été très jeune, à 12 ans même, membre du Parti communiste, et donc comme je m'en suis séparé ensuite sur mes 20 ans, et ce serait difficile pour moi que vous m'appeliez camarade, sauf alors à me penser comme un descendant de Eugène Varlin, des communards, quoi. Et alors là, oui, alors pour la révolution que je souhaite et que j'appelle tous mes voeux comme mon voisin, oui, alors là, oui. Camarade avec tous ceux qui seront dans la même rue que moi, au même moment. Ah voilà, ouais, c'est ça, c'est la bonne dénomination. D'accord, parce que derrière ça, c'est la question en fait finalement de tout ce qui est la culture ouvrière. Parce que camarade, c'est un terme aussi qui est utilisé par les syndicats, au-delà du Parti communiste aussi, dans les syndicats. Et c'est une des problématiques qui traversent les deux livres, c'est essayer de redonner une place d'honneur à la culture ouvrière. Et est-ce que par la parce que c'est un terme qui a disparu aujourd'hui, camarade, justement, à part au Parti communiste, et encore, on s'appelle plus trop camarade. Est-ce que par exemple réintroduire cette terminologie, ça pourrait être utile pour militer, pour la lutte? Mais je pense que ce genre de choses ne se décrète pas. Je veux dire, c'est des circonstances qui donnent que l'on s'appelle de telle ou telle manière, mais ça ne décrète pas. Pendant la Révolution française, on s'appelle citoyen, mais voilà, parce que c'est la Révolution et qu'il est important de mettre en exergue le fait qu'on est citoyen, qu'on n'est plus sujet. De la même manière, on s'appellera à nouveau camarade si les circonstances font que soudain cette dénomination paraît la plus juste et la plus fondée. Et si vous entendez par culture ouvrière, parce qu'il faudrait préciser ça aussi, pour moi, culture ouvrière, ça n'a aucun sens. Il y a la culture, elle n'est pas plus ouvrière que bourgeoise. Et justement, c'est un a priori très malheureusement très répandu qu'il y aurait une culture ouvrière. Mais alors, la culture ouvrière, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, est-ce qu'il y a une chose réservée aux ouvriers, une culture réservée aux bourgeois? Si vous entendez par culture ouvrière l'histoire des luttes de la classe ouvrière à l'intérieur d'un système capitaliste, c'est autre chose, mais il faudrait s'entendre déjà sur ce dont on parle. Oui, moi je suis d'accord avec ça, une nuance près, c'est-à dire que quand la classe ouvrière était constituée, je vais presque dire comme un corps social, c'est-à-dire ce qu'on a tous encore vu dans les années 60-70, jusqu'aux années 80, il y avait des usages, des modes de vie. Bon, dans ma ville natale, Montluçon, ville sidérurgique et métallurgique et de la chimie très rouge, il y avait, que les historiens définissent maintenant, j'ai vu ça dans plusieurs livres ou articles, comme un isolat de la classe ouvrière du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e, quoi. Et il y avait des modes de vie que, quand j'ai débarqué à Paris sur mes 18 ans, évidemment, j'ai plus jamais retrouvé, plus jamais rencontré. Et c'était pas une culture, effectivement, au sens où vous le disiez dans votre question, mais c'était une manière de ne pas vivre quand même comme la petite bourgeoisie à laquelle étaient confrontés forcément les ouvriers d'une ville de province, hein, plus qu'à la vraie bourgeoisie qui voyait très peu. Et c'était une manière de transmettre des façons de parler. Alors ça, un peu dirigé par certains métiers, mais dans la métallurgie ou la chimie, il y avait vraiment des manières de parler, orientées aussi par l'origine des ouvriers. Alors, je trouve qu'à Montluçon, la plupart venaient du bocage, étaient des fils de fermiers ou des petits-fils de fermiers, et puis il y avait des Espagnols, pas mal de républicains espagnols et des Italiens. Et ça a orienté, et en tout cas pour
pour quelqu'un qui avait des parents cévenols et pas de sang étranger, c'était très très frappant. En les entendant parler politique ou commenter l'actualité, c'était pas le même discours que chez mon père, par exemple, c'est sûr, c'était une autre langue. C'est ça, par culture ouvrière, c'est plus des références communes, une vie commune finalement, à l'usine ou dans le travail, qui fait qu'on a des références communes qui se traduisent notamment dans le langage. On trouve ça par exemple, le jaune, c'est quelque chose qui est quand même très ouvrier. Le fait que la couleur jaune c'est associé tout de suite aux casseurs de grève, etc., c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans la bourgeoisie. Oui. Non, parce que les bourgeois ne font pas la grève. Donc, mais par exemple, la grève, la lutte, c'est des choses qui font qu'il y a quand même un espace commun de pensée ouvrière. Ça, si vous voulez, moi j'ai grandi et vécu longtemps dans le 20e arrondissement, entre Belleville et Ménilmontant. Donc c'est vrai qu'il y avait là, on peut dire, une grande cohérence sociale, puisque tous nos parents travaillaient, les instituts habitaient au même endroit. En même temps, c'était la période de la guerre d'Algérie, donc on retrouvait tout le monde dans les manifestations contre la guerre d'Algérie. Il y avait deux forces très puissantes et très structurantes qui étaient le Parti communiste et qui était l'Église, qui d'ailleurs, l'une comme l'autre, investissait beaucoup dans la culture, c'est-à-dire la lutte, c'était une lutte pour la lecture, pour le cinéma, pour le théâtre, etc. Donc il y avait là, c'est vrai, quelque chose, puis il y avait un enracinement historique. Le 20e, c'était un des lieux historiques de la commune. On allait tous les ans, au 1er mai, célébrer la commune au mur des fédérés, etc. Les enfants, les parents, enfin donc il y avait une cohésion sociale très puissante, et dans ce sens-là, oui, il y avait une culture. Je suis sensible à ce que vous dites aussi sur la langue, parce que c'est vrai qu'il y avait aussi une façon très singulière de parler, et pas tellement... C'est pas un argot, c'est plutôt une façon de s'exprimer, de se tenir face à l'autre, et bien entendu aussi de prononcer des phrases. Et moi je me souviens juste, et c'est une anecdote mais qui est très éclairante pour moi, quand j'ai tourné Vive la sociale, qui était l'adaptation de mon premier livre, j'ai fait des essais avec tous les jeunes gens qui étaient à ce moment-là des acteurs, qui commençaient, etc. Mais j'avais fait des essais aussi avec un de mes amis, qui était mon assistant, François Ventroux, qui est comme moi du 20e arrondissement et tout ça. Et quand on a vu les essais, bon, François n'avait pas l'âge de jouer le rôle, mais il est un acteur naturel, et je trouvais que c'était beaucoup mieux que tous ceux que je voyais. Et dans ceux que je voyais, celui que je trouvais le mieux, c'était François Cluzet, mais en même temps, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, on regarde ça, on re-regarde, jusqu'au moment où on comprend qu'il ne prononce pas les phrases comme qu'il ne met pas l'accent tonique au même endroit, et donc d'un seul coup les dialogues, ça paraît très très bizarre, quoi. Enfin ça paraît à l'oreille quelque chose de... Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a emmené Cluzet sous prétexte de lui faire visiter le 20e arrondissement, et pendant 2 jours il nous a eu en stéréo, et comme il est ni sourd ni stupide, il a compris comment il devait parler cette langue-là. C'est pour ça que je suis sensible à ce que vous dites, parce qu'effectivement, la langue est, à mon sens, un des éléments très puissants, très profonds, très secrets, justement, de cette culture populaire, oui, de son enracinement, quoi. Et maintenant, je suis assez pessimiste sur ce qui peut rester. Enfin, ma ville natale a été sinistrée, hein, il n'y a plus du tout de métallurgie et de sidérurgie. Toutes les usines ont fermé, c'est comme dans l'Est, c'est moins connu. Il reste dans la chimie 700 ouvriers dans l'usine d'Olop, où il y en avait 6000 il y a 35 ans. Donc tout ça bien sûr, a détruit, hein, ce milieu-là. Il n'y a plus d'expression populaire, disons, de la vie ouvrière. Il n'y en a pratiquement plus. Ça ne veut pas dire que les ouvriers n'existent plus. Ils sont encore nombreux, mais ils sont presque devenus invisibles. Et ce que j'aime beaucoup dans Rouge dans la brume, c'est justement la faculté qu'a Gérard Mordillat de forger des héros, des mythes, une espèce de récit légendaire, tout à fait vraisemblable. Et quand je dis récit légendaire, c'est-à-dire que c'est pas du tout du journalisme, c'est pas du tout de la sociologie pour moi. Pour moi, c'est une manière de rêver le présent et de rêver après-demain, au moins la première heure d'après-demain. Et c'est la grande force du personnage de Carvin, par exemple, ou des femmes, j'allais dire des femmes de Carvin, hein, Anat, la DRH, ou Juna,
je ne sais pas si on dit Junna ou Junna, ouais. Junna, sa maîtresse précédente, c'est de porter une histoire utopique, enfin une légende, quoi, quelque chose qu'on ne trouve pas aujourd'hui dans la littérature, qu'on ne trouve, à ma connaissance en tout cas, pas du tout dans le cinéma non plus, et qu'on trouvait dans le cinéma italien des années 60-70, par exemple, il y avait des mythes comme ça. Mais parce que c'était vraiment, enfin, encore une fois, si vous tombez de la Lune et que vous êtes sociologue et que vous avez décidé de savoir ce qu'est la France et donc vous dites tiens, une des bonnes entrées c'est de prendre un an de production cinématographique et télévisuelle et un an de production romanesque, on saura ce qu'est la France et vous en déduisez que les Français sont majoritairement dans la police ou la magistrature, ils sont architectes, publicitaires, journalistes, oisifs. Pour les femmes, c'est plus simple. Celles qui ne sont pas dans la police ou la magistrature sont call girl ou mères de famille, ce qui d'ailleurs, dans cette perspective, est à peu près la même chose. Et puis voilà, non mais ça, c'est un des grands absents de l'imaginaire contemporain. Et c'est vrai que, alors, quand vous écrivez, mais vous devez le vivre comme je le vis, quand vous écrivez sur le monde du travail, vous êtes automatiquement poussé en dehors de la création. Ouais, il y a eu sur mes livres ou sur mes films gros comme ça de commentaires et tout. C'est tout ce qu'on veut, c'est de la sociologie, de la politique, de l'économie, tout ce qu'on veut, sauf de la littérature ou du cinéma. On est poussé en dehors. Alors il faudrait essayer d'analyser pourquoi. Moi j'ai plusieurs explications. Une explication qui est toute bête et de l'ordre de la sociologie, qui est que les Français se vivent désormais, se pensent désormais plutôt comme des bourgeois et des petits bourgeois, et qui donc ne veulent entendre et concevoir que les histoires qui concernent les petits bourgeois et les bourgeois. Mais ça c'est, disons, au premier stade. Ensuite, il y a évidemment que l'immense majorité des commentateurs sont absolument issus du même milieu et n'ont pas la moindre idée de ce qui peut être de l'ordre du monde du travail. Si je regarde sur ma propre expérience, moi j'ai été pendant 2 ans responsable des pages littéraires à Libération dans les années 80. Tous ceux qui étaient là à ce moment-là avaient exercer d'autres professions. J'ai été ouvrier imprimeur, il y en avait qui avaient fait différents métiers, etc., qui ensuite s'étaient mis à écrire, qui ensuite s'étaient mis à s'engager dans un certain type de journalisme, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus ça du tout. Je suis sûr que si on faisait un sondage en Libération, on s'apercevrait que pratiquement 100% des journalistes sont passés du lycée au centre de formation des journalistes ou à des études universitaires, puis au journalisme. Ils n'ont pas la moindre idée de ce que ça peut représenter. Alors ça, donc il y a déjà ça. Mais il y a quelque chose, à mon avis, de encore plus profond et qui est très français, incroyablement enfoui dans la conscience française, c'est, pour le dire vite, une sorte de haine du peuple. Et cette haine du peuple qu'on a vu se manifester de façon mais stupéfiante au moment de la Commune, dont vous parliez tout à l'heure, quand on lit ce qu'écrivaient et Flaubert, et Maxime Ducamp, et les frères Goncourt, et Zola, qui n'avaient pas de mots assez durs pour ça, il y avait cette haine du peuple parce que le peuple est réputé, mais comme aujourd'hui, ignare, stupide, voué à l'orgie et à l'ivrognerie. Et donc inaccessible aux beaux. À partir de ce moment-là, on peut l'exploiter, on peut l'exterminer, ça ne changera rien. Puis il y a un deuxième aspect, l'idée qui était portée par la Commune d'une répartition plus égale des produits à la fois du travail, mais aussi des produits intellectuels, des produits spirituels, enfin de cette chose-là. Alors là, déclenchait chez les écrivains, mais donc derrière eux, chez toute la bourgeoisie, l'horreur de se voir voler ses économies. D'un seul coup, Zola pensait qu'on allait tout lui piquer, Flaubert restait barricadé chez lui, accroché à sa cassette, etc. Et nous sommes toujours dans cette situation-là aujourd'hui. Il y a une menace potentielle, enfin,
la fameuse expression « les classes dangereuses existent toujours aujourd'hui ». Elles existent toujours aujourd'hui. Donc quand vous ou moi écrivons sur le monde du travail, sur des histoires dont les héros sont des ouvriers, mais ce qui veut dire, ça ne veut pas dire des gens stupides, incultes, juste bons à se saouler, à regarder TF1 et à faire les mots fléchés des journaux gratuits. D'un seul coup, on vous pousse en dehors de la création parce que vous représentez un danger. Et bien entendu, il faut livre après livre lutter contre ça. Du coup, c'est une façon de militer, de remettre l'ouvrier, le peuple en général, au centre de l'attention artistique. Bah oui, moi je considère que un roman dont les voix sont ouvrières, pas seulement les personnages, mais leur langage, leur manière de parler, leur mémoire, c'est un roman révolutionnaire. Bon. Évidemment, on peut lire La Belle Étoile de façon très différente. Hein. J'ai déjà eu des échos de lecture qui m'ont surpris. Il y a des gens qui n'ont pas vu le fil rouge de ce livre rouge. Mais pour les raisons que vous indiquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que l'unicité de pensée, l'uniformité de pensée des journalistes ou des gens ou des critiques littéraires est souvent stupéfiante. Bon, c'est pas tout à fait leur faute pour les raisons que vous rappeliez. Bon, ils sortent du même moule, hein, les écoles de journalisme entre autres, et ils ont du mal à se représenter ceux qui sont complètement invisibles. Et je voudrais juste rajouter à ce que vous disiez que oui, il y a une grande peur. Y compris chez les petits bourgeois, qu'on leur pique leur argent. C'est-à-dire que les classes pauvres, en 2005, le discours qui a été tenu sur les émeutes qui ont duré 5 semaines quand même, hein, le discours qui a été tenu en France, parce que j'ai lu dans la presse italienne des choses très très intéressantes à chaud à ce moment-là, où les émeutes de 2005 étaient traitées comme un mouvement social, comme une expression, c'est la petite guerre de Clausewitz, hein, c'est pas la guerre civile, c'était gradué d'ailleurs, auto-contrôlé de façon assez stupéfiante. Il y a eu finalement très peu de morts ou de blessés graves dans ce qui s'est passé. Mais c'était un moment où justement les pauvres, les sans-voix, les invisibles se montraient. Alors, à la télévision, on a montré que des incendies pris par hélicoptère de nuit avec un ministre de l'Intérieur célèbre qui commentait le feu. Bon, toujours derrière la rangée de... Mais c'était quelque chose de très intéressant. Et dans la presse italienne, y compris la presse, l'équivalent du Monde, quoi, dans les Repubblica, par exemple, il y a eu des articles intéressants là-dessus, sur le fait que c'était un mouvement d'une profondeur considérable. Il se passait quelque chose d'absolument inédit en Europe, par sa durée, par les centaines de milliers de jeunes gens qui y ont participé, et aussi par la façon muette de crier quelque chose. Bon, et à côté de ça, il y a eu un réflexe de peur bien connu. Ce qui est peut-être pire qu'avant, c'est que ce que vous disiez, c'est le modèle de la bourgeoisie dans la petite bourgeoisie, c'est pas du totalitarisme, parce qu'il n'y a pas... Mais c'est quelque chose qui verrouille tout. Et en particulier, la richesse, l'argent n'a pas d'odeur, il est impossible de parler d'extraction de richesse. Quasiment impossible. C'est obscène de dire un tel est riche, peut-être que c'est scandaleux, quoi. C'est immédiatement apparaître comme un jaloux, un partageux, un être rongé de ressentiment. Il suffit de voir les défenseurs de Liliane Bettencourt, il y a de ça fait un peu plus de 6 mois maintenant, où c'était laissez-la tranquille, la pauvre, elle n'a jamais rien demandé à personne, elle fait ce qu'elle veut de son argent. J'aime que vous disiez la pauvre. Oui, la pauvre riche. La pauvre petit enfant riche, c'est ça. Mais en fait, ce que supporte pas la petite bourgeoisie, c'est qu'on réponde à la violence qu'elle exerce tous les jours. Oui, enfin, c'est l'éternelle chose. Dès que vous montrez justement une forme de violence ouvrière, on pousse des hauts cris en criant à l'assassin. Mais c'est terrible parce que la violence exercée contre justement le monde du travail, contre les salariés, est évidemment 1000 fois, 200 000 fois plus puissante. Et j'avais beaucoup aimé, il y avait eu un article en Angleterre qui avait montré que lorsqu'en France on séquestrait des cadres ou la direction de telle entreprise, ceux qui les séquestraient obtenaient généralement
de meilleurs résultats dans la lutte. Et le titre de l'article était magnifique, c'était « Un peu de retenue ne nuit pas ». Ça c'est pas mal, oui. C'était une merveille, mais c'est vrai qu'il y a une violence qui s'exerce, et puis il y a aussi, je dirais, une immoralité, un cynisme, une injustice incroyable quand on pense qu'aujourd'hui, certains chefs d'entreprise peuvent gagner en 1 minute ce que un ou une ne gagneront jamais en une vie. Donc, quel homme a besoin, comme monsieur, je ne sais jamais dire son nom, Carlos Ghosn, de gagner 9 millions et demi d'euros par an, je veux dire, en se plaignant d'ailleurs qu'il n'est pas au niveau de ses homologues américains. Mais qu'est-ce qu'a fait ce type pour mériter ça? Est-ce un grand chercheur? Est-ce un médecin qui a trouvé quelque chose d'extraordinaire? Est-ce un artiste exceptionnel? Non, c'est simplement un domestique des actionnaires de Renault. Donc il y a là quelque chose évidemment d'insupportable, d'absolument insupportable, et contre lequel il faut lutter de toutes nos forces. Justement, enfin, quand on dit ça, ça paraît toujours des fanfaronnades et des bêtises, et ça paraît stupide. Qu'est-ce qu'on peut lutter avec des livres? Si on peut les prendre et leur lancer dessus, mais c'est pas très... C'est pour ça que les miens sont comme des briques, parce que pour moi c'est déjà plus important. Non, mais ce que je veux dire, il faut absolument qu'il y ait d'abord une sorte d'insurrection des consciences, et cette insurrection des consciences, eh bien, elle ne viendra pas d'ailleurs que tout simplement de la lecture, d'apprendre à lire le monde dans lequel nous sommes. C'est une chose essentielle. Et là aussi, je veux revenir sur un point. Regardez, quand on lit La Belle Étoile, c'est écrit de façon extrêmement déliée, avec beaucoup d'art, avec une liberté de ton. Ce n'est jamais, entre guillemets, populaire. Je trouve qu'il y a là une sorte de distinction, d'élégance à dire les choses. Mais là aussi, enfin, je n'ai pas lu les commentaires sur vos livres, mais je suis certain, j'en fais le pari en tout cas, que cet aspect-là du livre ne sera jamais mis en exergue, parce qu'on ne soupçonne pas ni la culture, ni la délicatesse dans un livre qui met en scène un monde qui n'est pas le monde de la bourgeoisie et des crédences petites bourgeoises et du buffet et des bibelots alignés sur la cheminée d'Empire. Donc ça c'est vraiment, enfin c'est très très caractéristique, ça mériterait un jour de vraiment s'y intéresser et de faire un travail critique là-dessus. Non mais ça, vous avez raison, et j'ai beaucoup aimé dans Rouge dans la brume, le personnage de Carvin, je le disais tout à l'heure, en grande partie parce que c'est un lecteur. Bon, il s'est raconté aussi l'histoire du siècle, mais c'est un grand lecteur. Et il surprend tout le monde, y compris les cadres ou le patron qui s'avère ilote. Hein, et bon, le malheureux, il termine à l'asile, donc on ne va pas dire de mal de celui qui tombe à ce point. Mais Carvin, c'est d'abord un lecteur. D'une certaine manière, s'il séduit un acte, oui, mais bien sûr, c'est parce que quand il prend la parole, il commande des livres, il est littéraire, c'est un ouvrier lecteur. Et ça m'a beaucoup plu, ça m'a rappelé, moi, vraiment des souvenirs de mon enfance. Mon père fréquentait beaucoup de cheminots, et parmi les cheminots, il y avait des autodidactes qui avaient été aussi un peu formés par le Parti communiste, j'en parlais tout à l'heure, par les syndicats qui avaient aussi et qui mettaient vraiment presque, je dirais, leur honneur avec un tremblement dans la voix à raconter ce qu'ils lisaient. Et c'était merveilleux ça. Moi, la première fois que j'ai entendu parler des Trois Mousquetaires, c'était par un des cheminots, ami de mon père, qui le racontait magnifiquement. Mais ce personnage d'ouvrier lecteur, voire liseur, puisqu'il se transforme en passeur derrière, on le retrouve beaucoup dans vos livres. Déjà dans le précédent, dans Sur les ténèbres, il y avait Gary qui était Shakespeare. Parce que, tout simplement, là aussi, enfin, ça paraît exotique, mais au fond, je parle tout simplement de gens qui me sont proches. Moi, je fais du vélo de compétition avec un ami qui est à la maintenance de la RATP, qui est un extraordinaire historien de la guerre de 14-18, un véritable érudit et qui pourrait en remontrer beaucoup sur ça. C'est un homme qui lit énormément.
Mon frère aîné, qui était chef d'un atelier de recherche mécanique, eh bien, dit Joyce et Faulkner dans le texte. Et il va au cinéma, il va au théâtre, il écoute de la musique, etc. Mon père lisait beaucoup, ma mère aussi. Enfin, les parents de mes amis. Je veux dire, on renvoie toujours cette image qu'aujourd'hui, l'inculture serait le point commun entre l'ensemble du monde salarié. Mais je pense que c'est aussi là un a priori idéologique très fort. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut faire, c'est justement disqualifier ce monde du travail. Et donc, les seules choses qui sont mises en avant au niveau du travail sont, au paradoxe, d'abord le chômage, ensuite éventuellement les piquets de grève devant les usines, les entreprises qui ferment, et puis ensuite quoi? L'intérim, les petits boulots, le RSA, le RMI, etc. Mais jamais on ne met en évidence quelqu'un qui exerce tout simplement un métier, qu'il soit ouvrier imprimeur, ajusteur outilleur, monteur sur métaux, etc. Donc qui est ou maçon, ou je ne sais pas, enfin, où il y a un savoir. Ce savoir-là n'existe pas. Et ce savoir-là est toujours un savoir qui évidemment se nourrit d'autres savoirs. Et les autres savoirs qui le nourrissent sont des savoirs qui viennent de la littérature, du cinéma, du théâtre, de la musique, etc. De l'histoire, de la fréquentation de l'histoire. De la fréquentation de l'histoire. Et donc, on met ça en avant, pourquoi? Mais parce que le modèle, le prototype de l'emploi du futur pensé par les organisations patronales, c'est l'intermittence. Or, l'intermittence suppose deux choses. Un intermittent, c'est quelqu'un qui n'a pas d'horizon au-delà de la journée travaillée. Donc, il peut être embauché et débauché le même jour. Donc, il n'a aucun futur. Donc, on supprime le futur. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il n'ait pas non plus de passé. Donc, et là, on voit les attaques récurrentes contre le Code du travail, contre les lois sociales, contre l'histoire des mouvements ouvriers, etc. On veut effacer de ça. On supprime d'abord l'histoire de l'enseignement. Comme ça, il n'y a plus d'histoire. Et donc, on voudrait faire vivre les gens dans un espèce de présent artificiel où ils ne seraient qu'une masse indistincte au service des entreprises. Et d'ailleurs, sur ce point-là, il y a une chose sur laquelle moi j'ai un curseur très net dans la tête. Lorsqu'avec Nicolas Philibert, nous avons tourné La Voix de son maître, un film documentaire sur le discours patronal, on l'a tourné en 1977. À cette époque-là, dans toutes les entreprises, il y avait un directeur du personnel. Lorsque le film est sorti, un an plus tard, dans toutes les entreprises, il y avait un directeur des ressources humaines. On était passé du personnel à la ressource. Et maintenant, on a fait un pas supplémentaire et gravissime. Il n'y a plus de personnel ni même de ressources, mais simplement une notion abstraite, purement comptable, qui est variable d'ajustement. L'individu a disparu totalement, il n'est plus qu'un variable d'ajustement. Ce variable d'ajustement que, pour le coup, on peut embaucher et débaucher quand on veut, et qui ne doit avoir ni aucun droit, ni aucune possibilité d'intervenir sur le sort qui lui est fait. Et puis c'est vrai que la littérature décrit, comme dans le roman de Gérard Mordillat, décrit les modes d'asservissement, la servitude volontaire qui fait qu'aujourd'hui il y a si peu de gens finalement qui se révoltent, alors que la plupart des métiers, même dans la fonction publique, sont en train de devenir extrêmement durs, extrêmement contrôlés. Bon, et moi je suis tous les jours surpris en écoutant Radio Perroquet, France Info, de ne pas voir tout de suite des réactions violentes. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, suivre un personnage, suivre une histoire, suivre une espèce de mythologie qui est en train de se bâtir avec des ellipses, des parallèles, ce que vous savez très très bien faire et de façon très subtile, c'est le rapport entre l'intime et le public, entre la sexualité, y compris autour d'un arbre, toute l'histoire presque d'inceste entre le frère et la sœur, qui est comme justement le dernier acte d'une histoire mythologique. Vous savez très très bien montrer comment la vie privée peut être
le dernier lieu où on est encore maître de quelque chose. Parce que pour beaucoup d'ouvriers, c'est ça, mais je pense aussi pour beaucoup alors là, de petits bourgeois ou de cadres supérieurs. Et la révolte d'Anat est intéressante aussi pour ça. Elle montre quelqu'un des personnels de direction, DRH. J'aime beaucoup la traduction italienne du DRH, c'est le DRU, le DRU. Donc, DRU, ça fait vraiment tout à fait bizarre en animal. La chasse au drou. Oui, la chasse au drou. Ben, on voit donc une drou, une DRH basculer, parce qu'elle est basculée dans le camp des révoltés, parce qu'elle n'accepte plus d'être dans la servitude volontaire. Oui, mais enfin, c'est là que le roman a une place, à mon avis, irremplaçable. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de la macroéconomie, effectivement, du public, les licenciements, les fermetures d'entreprises, les mouvements de capitaux, la finance mondiale, etc., est d'autant plus compréhensible dans un roman à partir du moment où ça s'incarne dans des personnages, à l'intérieur des récits, ce même récit étant à la fois porteur d'histoire, porteur de savoir, porteur d'information, et nous permettant de saisir dans le secret des familles, dans l'intimité des couples, jusque dans le corps des protagonistes, comment ce qui se joue au niveau de la macroéconomie se joue aussi, et évidemment, dans le corps des individus. Vous citiez le patron qui finit par en perdre la raison, mais il en perd la raison simplement parce que les contradictions devant lesquelles il est placé sont absolument insupportables. Et c'est ça qui nourrit, je crois, justement notre capacité romanesque. Et moi, en lisant votre livre, il y avait une chose que je trouvais délicieuse, c'est que je me disais, voilà, supposons que nous ayons écrit ensemble et vous auriez écrit l'histoire de l'un de mes protagonistes. On aurait commencé par là, on aurait raconté d'où ça vient très profondément et il serait arrivé dans ça. Parce que je crois que là aussi, c'est très important et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé dans le livre, et le livre pour ça aussi, c'est que cet effacement de l'histoire, c'est aussi une tentative très constante et très récurrente de toute une part de la bourgeoisie qui veut qu'il n'y ait ni culture ni histoire, et que là, en nous restituant l'histoire de ces personnages arrivés d'Italie, vivant si difficilement dans leurs propres douleurs, leurs propres contradictions, soudain vous nous rendez notre propre histoire plus compréhensible. Et donc il y a une profondeur. Or cette profondeur, elle est de toutes parts, elle est niée. Et c'est là aussi, ce qui est nié, c'est ce que vous écrivez, c'est quand une entreprise ferme, on ne veut voir que la perte financière. Mais bien sûr, elle est fondamentale, mais ce n'est pas tout. La perte du métier, du savoir, cette perte de savoir est tout aussi importante. La perte des relations sociales est là aussi très importante. La perte de l'histoire individuelle, mais de l'histoire aussi collective à l'intérieur de l'entreprise, voire de l'histoire de l'entreprise dans toute l'histoire des entreprises. Et donc le message qui est adressé à ceux dont l'emploi est supprimé est un message terrible, parce que le message c'est ce que vous avez fait jusqu'alors ne compte pour rien, ce que vous êtes ne nous concerne pas, et ce que vous deviendrez, c'est votre problème. Donc une négation de l'histoire. Et moi je pense que justement, cette réappropriation de l'histoire par les individus, eh bien, ça peut et ça doit passer justement par le roman, par le récit, parce que je suis convaincu que les gens, en lisant La Belle Étoile, qu'un grand nombre de vos lecteurs auront le sentiment qu'ils lisent leur propre vie. Eh bien, en lisant leur propre vie, ça leur restitue ce que par ailleurs la société nie totalement. Et ça, bien sûr, encore une fois, seul le roman peut produire ce type d'effet, parce qu'on peut toujours écrire des essais, ça ne produira jamais ça. Oui, et d'ailleurs dans Rouge dans la brume, ce qui est très réussi, c'est de partir sans arrêt des grandes luttes ouvrières et
et de parler de la COS. À un moment, ils cherchent le nom de l'entreprise qui s'était si bien révoltée avant eux, mais pour faire mieux encore qu'eux. Et oui, mais c'est la littérature, c'est ça le pouvoir justement du forgeron, quoi, de celui qui bâtit un récit comme le vôtre. La COS peut être un exemple, un modèle exemplaire, une vie collective exemplaire. Hein. On élevait les princes jadis en leur racontant des vies exemplaires. Ben, c'est vrai que les précaires d'aujourd'hui, les ouvriers d'aujourd'hui, ils ont sûrement besoin d'avoir ce secours-là. Moi, je peux en témoigner parce que je suis allé de nombreuses fois dans des usines qui étaient occupées par leur personnel, mais parce qu'ils étaient d'abord des lecteurs de mes livres. Voilà. Et notamment l'usine où j'ai tourné Les Vivants et les Morts à Hénin-Beaumont, qui est une usine qui a été vidée de ses machines et de ses ouvriers. J'y suis allé pourquoi? Parce qu'au moment où ils occupaient l'usine, ils m'avaient sollicité pour que je vienne. Malheureusement, je ne pouvais pas venir puisque j'étais en train de tourner l'Apocalypse. Et donc j'avais écrit, j'avais envoyé ce que je pouvais, et quand il s'agit de tourner dans le Nord, j'ai téléphoné à ceux qui étaient mes contacts, ils m'ont dit bah, viens, on va te faire voir, c'est là qu'il faut que tu tournes. Effectivement, ils avaient raison, et j'ai tourné là, les repérages ont été vite faits. Mais je crois qu'il y a besoin de ça, et je crois que, d'ailleurs, c'est là un objet de débat constant avec aussi bien les organisations politiques que les organisations syndicales, c'est pourquoi et comment les organisations politiques, les partis de gauche et les syndicats se sont à ce point désengagés de l'action culturelle. Ça me paraît une folie absolue, mais c'est incompréhensible. Alors, il y a des petites tentatives timides de ci et de là, d'essayer de faire ci et de faire ça, mais il n'y a plus cette chose-là. Or, moi je pense que c'est que le combat pour la culture, le combat pour l'enseignement populaire, il est fondamental sur le plan politique. Et le jour où justement les partis politiques de gauche et les syndicats reprendront en main de façon énergique, puissante et visible ce travail-là, eh bien des choses changeront. C'est gramscien comme raisonnement, mais c'est vrai que c'est complètement... c'est très surprenant. Michel Onfray, il essaie de faire ça avec son université populaire à Argentan et à Caen. Bon, et puis, il y a aussi le mouvement d'éducation populaire. Oui, l'éducation populaire. Bon, mais c'est vrai que... Mais c'est des résidus de ce que ça a pu être dans les années 60-70. Même, tout simplement pour parler du Parti communiste, il y avait quand même une époque, l'école du Parti communiste, qui aujourd'hui il y avait des publications, il y avait des choses, il y avait... il ne reste plus que la terre. Oui, je veux dire, c'est quand même terrible. Les socialistes ont une malheureuse revue qui paraît de façon trimestrielle, les autres n'ont carrément rien du tout. Voilà, c'est... alors qu'il y a... on peut en témoigner et l'un et l'autre, il y a notamment au niveau de la population un désir de débat et d'échange qui est extrêmement puissant, parce que il ne faut pas se leurrer, quand on va parler de nos livres dans les librairies, les gens viennent d'abord pour nous rencontrer, éventuellement pour parler des livres, mais très vite on parle tout à fait d'autre chose, et on parle de ce qui les préoccupe, et donc des problèmes très directement politiques liés à justement la politique du gouvernement, les problèmes économiques, etc. Ce désir de dialogue, il est très puissant, très profond. Or, il est aujourd'hui porté par des libraires, mais ça devrait être porté par l'ensemble des forces d'opposition au gouvernement actuel. Il devrait y avoir ça, on se rend compte qu'il y a ça, et surtout qu'il y a là aussi, mais c'est pour ça que je crois qu'il y a une chose qu'il faudra un jour étudier aussi, c'est comment c'est creuser un fossé, et même sans doute un gouffre, entre les cercles dirigeants, quels qu'ils soient, et l'ensemble de la population. Parce que si on se réfère à deux exemples qu'on peut avoir en tête, au moment du référendum sur le projet de traité constitutionnel, l'ensemble des cercles dirigeants, quels qu'ils soient, y compris les cercles syndicaux, etc., et soutenaient la position du gouvernement contre l'opinion publique. De la même manière, on voit sur la réforme des retraites qu'il y a eu cette même coupure. Je veux dire, la position des centrales syndicales a été absolument incompréhensible
de la part de la plupart des salariés, qu'ils soient syndiqués ou non. Cet ami dont je parlais tout à l'heure, qui est à la RATP, qui est aussi un militant de la CGT, a fait 7 jours de grève, un jour par-ci, un jour par-là, etc. Il a fait de la marche à pied avec nous tous entre Bastille et Nation, République et Nation. Et lui, il me disait, mais on n'a jamais compris, on était prêt dès le départ à faire une grève illimitée, voire à appeler à la grève générale, qui, quitte à perdre 7 jours, même 10 jours de salaire, est beaucoup plus efficace, mobilisatrice et surtout force contraint ceux qui sont un peu hésitants à se solidariser avec les collègues. Et donc il y a un mouvement profond. Donc il y a là quelque chose qui ne fonctionnait pas, avec aussi bien la CGT que la CFDT, dans ce désir absurde de vouloir négocier avec un gouvernement qui avait dit très clairement, au moins il faut lui reconnaître ça, qu'il ne négocierait sur rien. Donc au moins c'était clair. Et bien face à une position de combat, il faut avoir aussi une position de combat. Il ne faut pas faire semblant de croire que le ciel va s'ouvrir soudain et les anges descendent pour nous éclairer. Non. Je voudrais revenir sur donc un thème mais une problématique qui traverse les deux livres aussi, dont vous avez déjà un peu abordé, c'est comment naît la révolte. Donc vous avez dit il faut des exemples, des modèles à suivre. Il y a des personnages dans Rouge dans la brume, on comprend que c'est plus un mouvement progressif, ils arrivent à un ras-le-bol et ils explosent, donc c'est le cas par exemple de Monnier, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas, le cadre de la CGC. Et il y a aussi des personnages, on sent que ça vient de beaucoup plus loin, et j'ai l'impression que La Belle Étoile, c'est justement essayer de comprendre d'où peut venir ce sentiment de révolte, qu'est-ce qui peut l'amener à naître, et est-ce que vous pensez qu'il est déjà un moment, les gens l'ont déjà un moment et ils l'enflent, ou est-ce qu'il apparaît un instant T parce qu'un événement le provoque C'est-à-dire que je me suis penché, c'est pas la première fois mais c'est pas la dernière non plus, sur l'engagement armé de certains jeunes Italiens. Bon, puisque le frère du narrateur, donc Pietro, celui qui est surintégré puisqu'il veut se faire appeler Pierre, finira donc, comme beaucoup de jeunes gens italiens, par choisir la voie des armes. Alors c'est une question qui m'intéresse beaucoup pour des tas de raisons. Une raison très simple, d'abord, c'est que le discours officiel italien sur ce qu'on appelle, à tort à mon avis, les années de plomb, est un discours à la fois policier, judiciaire, universitaire, médiatique, qui boucle ces 20 années très violentes de l'histoire politique et sociale italienne, qui les boucle complètement, qui les ferme à jamais. Comme si s'était produit en Italie un phénomène qu'on pourrait rapprocher d'action directe, c'est-à-dire en France, c'est-à-dire un peu plus nombreux, et c'est la seule concession qu'ils font, quelques milliers de jeunes gens qui choisissent les armes. Mais ces jeunes gens seraient issus de la bourgeoisie, pour la plupart, ou de la petite bourgeoisie. On cite souvent Tony Negri, par exemple, en exemple. Or, en réalité, il y a quand même une autre histoire qui s'est déroulée. D'abord, les fondateurs des Brigades Rouges, Alberto Franceschini, Renato Curcio et Mario Moretti, avaient des parcours très différents et très symboliques. L'un d'entre eux, donc Moretti, était ouvrier à la Siemens. Alberto Franceschini avait un oncle résistant, et le premier acte armé qu'il a fait, c'est avec le pistolet de cet oncle. Cet oncle l'avait transmis. Et bon, je me suis toujours demandé, avec pas mal d'amis italiens avec qui j'ai pu en parler, comment s'était fait ce choix qui aujourd'hui paraît quelque chose de très simple. En réalité, c'était pas simple du tout. Quand Franceschini, en 67-68, donc a mûri la décision avec d'autres de passer dans la clandestinité, ça voulait dire qu'il abandonnait sa petite amie, qu'il abandonnait ses études, qu'ils allaient rentrer dans une marginalité qui certes avait des poches déjà en Italie, parce qu'il y avait des frontières entre certains milieux un peu délinquants, on va dire, et puis des milieux anarchisants. Mais la caractéristique, c'est que énormément de jeunes Italiens se sont engagés dans ce mouvement. Alors, il y a eu une discussion entre historiens pour savoir si c'est une insurrection, si c'est une guerre civile ou si c'est autre chose. On ne peut pas dire que ce soit quelques dizaines ou quelques centaines de fous issus de la bourgeoisie. Il m'intéressait de montrer
le parcours d'un fils d'ouvrier là-dedans, parce que énormément d'enfants d'ouvriers se sont retrouvés en 69-70 dans les débuts de ce mouvement. Et d'ailleurs, les premières manifestations des Brigades Rouges ont eu lieu à Turin, à la Fiat, avec un appui certain des ouvriers de la Fiat. Le premier enlèvement qu'ils ont fait, qui a duré quelques heures, dans le cadre, ils l'ont attaché à un poteau à la sortie numéro 1 de la Fiat, à Mirafiori. Et le cadre est resté attaché là 8 heures. Il y a eu 4 sorties d'ateliers, bon, chaque fois à peu près 1500 personnes qui sortaient. Personne n'est venu le détacher. Personne n'est venu le détacher. Et la presse était là, elle ne faisait rien non plus. Bon, alors je m'intéressais vraiment de voir ça. Après, bon, beaucoup de jeunes gens en Italie ont raconté que, oui, ils avaient le sentiment que la résistance italienne n'avait pas abouti. En France aussi, il y a beaucoup de résistants qui ont pensé ça. Guingouin, après tout, en Limousin, s'il a eu du mal à rendre les armes, c'était pas par orgueil, ni par passion dominatrice, ou par goût de braquer les banques. Hein. Mais bon, il pensait qu'il y avait une deuxième manche à jouer. Et en Italie, c'est d'autant plus fort qu'il y a eu un consensus derrière le fascisme assez longtemps. Hein. Y compris dans la classe ouvrière, et que les antifascistes ont beaucoup souffert de leur isolement jusqu'au déclenchement de la guerre, en fait, jusqu'à l'affaire d'Albanie, qui là a retourné l'opinion, puis l'affaire d'Éthiopie avait déjà bien entamé le crédit du régime. Et à partir de ce moment-là, la résistance antifasciste commence à devenir vraiment très puissante. Mais ils avaient besoin, et l'historien italien Renzo De Felice a souvent expliqué ça, ils avaient besoin de constituer un récit national de la résistance italienne, un peu sur le modèle de ce qu'avait été la résistance française. Je ne pense pas que la résistance italienne ait duré moins longtemps, forcément. Mais du coup, les militants qui sont rentrés en 1943 ou 1944 dans la résistance en Italie avaient vraiment un programme révolutionnaire pour la plupart, hein, quelle que soit d'ailleurs leur famille politique d'origine. Quand on voit les premières déclarations du comité de libération de Milan, c'est très très social, hein, c'est comme le programme du CNR en France. Et voilà, ça me paraissait intéressant. Je vais peut-être un peu long là-dessus. Non, mais sur cette question... Non, mais ce que je voulais dire sur votre livre, c'est effectivement la généalogie de la révolte. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que ça part de très loin, et puis ça remonte jusqu'à aujourd'hui, et avec, justement, on fait le chemin avec les protagonistes de l'histoire. Et c'est vrai que ce qui a été la résistance italienne comme la résistance française, la résistance italienne a été au fond volée et trahie par la démocratie chrétienne, et la France, la résistance a été là aussi volée et trahie par le gaullisme. Même s'il a fallu composer d'un côté comme de l'autre avec ces forces puissantes qui étaient les forces de gauche, elles ont au bout du compte été quand même étouffés au regard de ce qui avait été leur engagement et la réalité des combats qu'ils avaient menés. Regardez, en France aujourd'hui, on veut réécrire l'histoire et faire que ce soit les gaullistes qui aient fait la résistance. Mais pas de chance du tout. La résistance, les premiers résistants ont été les communistes qui étaient en rupture avec le parti. Puis ceux qui ont été les combattants armés étaient plutôt les communistes. Ensuite, les gaullistes sont venus plus que comme des théoriciens, mais les troupes, c'était pas ça. Guingouin est un très bon exemple. Je veux dire. Il y a un double mouvement en plus. Non seulement on veut faire croire que on insiste sur le rôle des gaullistes dans la résistance, et l'autre mouvement, c'est de faire croire que tous les collabos étaient des socialistes. Il y a les deux. Pour revenir sur... on pourrait, si on lit superficiellement les deux livres, on pourrait se dire Mordillat, il est dans le présent, il parle de la CGT, il parle de Sud, il parle de Continental, et Védrine, il est encore dans les années 60. En fait, à chaque fois, ça parle de la même chose, et l'histoire, elle est continue, de la Bagaude aux paysans allemands, à 68 et à aujourd'hui, il y a une continuité. Et ce que vous disiez sur les Brigades Rouges, moi ça me fait penser tout de suite à ce qui s'est passé il y a 2 mois, enfin même pas 1 mois et demi en Italie, là, le 14 décembre, quand il y a eu la grosse manifestation à Rome qui a tourné à l'émeute, on peut le dire. Et on a voulu faire croire que c'était en France en tout cas, on l'a présenté comme une émeute lycéenne, étudiante, etc. Alors qu'en fait, dans les manifestations, il y avait les ouvriers de la Fiat, la FIOM était là, parce qu'ils étaient en révolte contre les accords qui ont été d'ailleurs entérinés là pour le travail. Et donc l'histoire, en fait, ce qui se passait dans les années 68,
toujours la... Est-ce que c'est... Non, c'est pas toujours la même chose, on peut pas dire que ça se répète à l'identique, mais le mouvement, il est toujours là. Non, c'est pas toujours la même chose, et je dirais même que cette manifestation du 14 décembre, après beaucoup d'autres dont on a moins parlé en France, elle promet, je pense, quand même un nouveau printemps social en Italie, après 10-15 ans qui ont été très, très sinistres, hein. Où il y a eu beaucoup de grèves, mais des grèves désespérées, marginales, et où la société politique italienne, alors là, est encore plus dangereuse que la nôtre, parce que c'est une bourgeoisie cynique, m'as-tu vu, arrogante, vulgaire, ultra-violente, qui n'a jamais perdu ses liens avec la mafia et la violence criminelle, hein, voire Berlusconi. Bon, c'est quand même pas notre histoire politique, hein, notre histoire sociale. Mais c'est vrai qu'on a essayé, mais en Italie aussi, de disqualifier les manifestants du mois de décembre en disant qu'ils étaient des lycéens, des étudiants, et qu'ils étaient violents. Or, l'histoire même de cette journée prouve que non, ils n'ont pas été si violents que ça. C'est assez gentil ce qu'ils ont fait. Et c'était en réplique à des déploiements de force absolument gigantesques autour du Quirinal. Voilà. Mais le choix de baser le livre en 68 à Montluçon, c'est quand même forcément autobiographique. Bah, c'est l'autobiographie au seul sens où je la conçois pour moi, c'est-à-dire je n'ai aucune envie de raconter ma très petite existence. C'est une autobiographie qui rend hommage à des figures qui ont marqué mon enfance. Alors, ce qui est autobiographique, c'est le lieu, et ce sont les figures ouvrières qu'on croise, même si... L'âge du narrateur aussi. Oui, l'âge du narrateur. Alors, c'est vrai que j'avais cet âge-là en 68, que moi, mon entrée en politique, ça a été ça, que j'ai été absolument bouleversé par les manifestations, les grèves, les slogans, la liberté aussi que j'avais dans ces manifestations de ne plus être sous le contrôle de mes parents. Et puis j'ai visité pour la première fois des usines en 68 avec mon père, donc qui était un peu un des responsables communistes locaux, et donc j'ai visité une douzaine d'usines occupées, et c'était bouleversant. Bon, pour moi c'était Pétrograd, quoi. C'était pas possible autrement. L'immense usine d'Olop, enfin maintenant ils sont plus que 700 comme je disais tout à l'heure, enfin 780 je crois, mais donc ils étaient 6000, l'usine complètement barricadée, pavoisée de drapeaux rouges, avec des haut-parleurs qui diffusaient des valses, des chansons populaires, et je me rappelle qu'on était allé collecter dans un camion sur lequel on avait mis un drapeau rouge avec les jeunesses communistes dans les fermes des environs de la nourriture, donc pour les ouvriers de Dunlop. C'était absolument inoubliable. Moi j'avais tenu tout l'après-midi sur le toit du camion, la tête en plein vent, et le soir j'avais la conjonctivite monstrueuse. Donc les 8 jours qu'on suivi, j'ai pas vu grand-chose. J'ai beaucoup entendu, mais j'ai pas vu grand-chose. Mais oui, alors ça c'est en partie autobiographique, mais transfiguré, quoi. Mais c'est pour ça, c'est pour ça que vous avez choisi de faire parler un enfant de 12 ans et pas le frère qui finalement à la fin paraît un peu être le héros de l'histoire. Oui, mais c'est aussi parce que je me disais qu'aujourd'hui, si je parlais trop sérieusement de ces histoires-là, j'allais être moins entendu. Il y a une espèce de désir héroïque de se battre, comme on peut l'avoir à 11-12 ans, que je voulais transmettre. Il me fallait un enfant pour ça, enfin, ça s'est imposé comme ça, quoi. Seul un môme, un préadolescent, pouvait avoir assez de candeur et presque d'engagement de soi, d'engagement complet, pour parler de la grève, pour parler de l'insurrection, parce que celui pense être l'insurrection. Chez vous aussi, un petit peu d'autobiographie. Le personnage du professeur d'histoire religieuse qui essaie de justifier son étude des religions par son athéisme fondamentaliste, c'est un peu vous? Moi j'ai eu l'impression en le lisant que vous étiez en train de... Non mais la dimension sexuelle mise à part, parce que je connais pas votre vie privée, mais il y a tout un paragraphe où il justifie le fait d'étudier l'histoire des religions et que ça sert la lutte, et je me suis dit il est en train de justifier ces 36 heures de film sur Jésus. Non, je ne crois pas qu'il y ait une part... Faut pas je pense qu'on se leurre un peu en usant du mot autobiographie. Je crois que tous les écrivains écrivent, j'enfonce une porte ouverte avec ce qu'ils sont. Et à partir de là,
vous pourriez trouver des éléments tout à fait autobiographiques dans toutes les œuvres que nous prendrions en considération. Je veux dire, l'autobiographie qui est de raconter réellement sa vie au sens strict, c'est un genre très différent. Moi, je pense que La Belle Histoire n'est pas une autobiographie. Enfin, moi, j'ai pas lu ça du tout comme ça. J'ai lu ça comme un roman. Bien sûr. Et la part autobiographique qu'il y a dans Rouge dans la brume, je suis autant dans le personnage d'Anat que dans le personnage de son mari ou de Djuna ou de Carvin. Je n'ai pas cette relation à la littérature. Et même, ça a été très difficile à faire comprendre à certains que Vive la sociale, mon premier roman, n'était pas du tout mon autobiographie. C'était écrit sur le mode autobiographique. Mais au fond, comme la littérature à contrainte, quand vous écrivez un sonnet, vous savez que vous devez faire 2 quatrains et 2 terces. Et vous les faites, et c'est un sonnet. Bon, eh bien, quand on peut écrire sur le mode autobiographique, oui, j'ai écrit sur le mode autobiographique parce que ça servait le récit que je voulais faire. Alors évidemment, il y a des éléments qui très naturellement appartiennent à ma vie, mais comme dans votre livre, il y a des éléments qui appartiennent à votre vie, comme dans Ulysse de Joyce, il y a des éléments qui appartiennent à sa vie. Et pourtant, Joyce n'a jamais été agent d'assurance. Melville n'a jamais été. Si, on peut parler un peu de vos influences littéraires. Enfin, tout à l'heure, vous avez un peu démonté Zola, du coup, je vais tomber à plat. Mais... non, mais je vais rester. Moi, j'ai un peu Jules Vallès et Émile Zola, dans le sens où j'en ai un qui témoigne de ce que c'est... Enfin, pour moi, là, c'est l'enfant dans les années 60. Hein. Et Zola, là, on a le germinal des années 2000. Alors, je vais vous répondre sur Zola, parce que je pense que j'ai au fond aucune dette vis-à-vis de Zola, et que c'est un peu, je dirais, une illusion de faire un rapprochement, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que Zola, en tant qu'écrivain, occupe toujours la position du narrateur omniscient qui fait partager à ses lecteurs les pensées, les sentiments, les actions des personnages qu'il décrit. Il est là dans une tradition extrêmement classique, française, qu'il développe avec un immense talent et avec aussi, je dirais, une sorte de contrainte qu'il s'impose, parce que lorsqu'on lit les plans que Zola faisait pour écrire ses livres, on voit à quel point une très grande part de son engagement d'écrivain est dans la rédaction de ses plans, et que la suite est une chose qu'il développe, mais que l'enjeu pour lui est toujours dans le plan, dans la structure, etc. Et donc, ensuite, j'ajouterai à cela que les romans de Zola sont, sauf erreur, mais toujours écrits au passé. On nous raconte quelque chose qui s'est passé. Et donc, tout ça me sépare tout à fait de lui dans la pensée romanesque. Alors, je crois assez bien connaître Zola, j'ai lu en tout cas tous les romans Macquart, et j'avais même écrit à la Pléiade pour signaler une erreur dans la généalogie des Rougon-Macquart, mais j'ai su bien plus tard qu'ils avaient maintenu l'erreur parce qu'elle était de Zola lui-même. Mais à part ça, je pense que Zola n'a eu que aucune influence, en tout cas que je puisse analyser sur mon travail. Si vous voulez chercher des influences littéraires, si vous voulez chercher du côté français, la grande figure tutélaire pour moi, ce serait Victor Hugo, parce qu'il y a chez Victor Hugo, contrairement à Zola, je dirais une liberté que je trouve toujours extraordinaire. C'est-à-dire que Hugo, je ne sais pas comment il écrivait, mais j'imagine qu'il ne faisait pas de plans aussi sévèrement vissés que ceux de Zola. Et puis ensuite, il y avait chez lui une espèce de générosité absolument incroyable qui fait que dans Les Misérables, il veut faire un dictionnaire de l'argot et il le fait. Il veut faire un essai sur les égouts parisiens et il les fait. Dans 93, il veut faire 15 pages sur la convention antique en tant que convention. Il le fait. À un autre moment, il a dû tomber sur une liste, sur un traité d'onomastique de la Basse-Bretagne, et on a droit aux 80 villages qu'il traverse. Je veux dire, il y a une liberté d'écrivain absolument incroyable.
Et donc ça, je trouve ça toujours prodigieux, et c'est vraiment, si j'avais quelque chose en tête, ce serait plutôt de sentir cette même liberté qui est la liberté d'Hugo. Et en réalité, les vraies influences, pour moi, est clairement exprimées. Dire le modèle, en tout cas des 3 derniers romans que j'ai écrits, est très clairement le modèle américain de John Dos Passos, je veux dire, qui sans doute un des premiers a compris une chose qui évidemment est très proche de mes préoccupations, qui a compris que la leçon du cinéma pouvait être entendue par la littérature. Et donc à la fois dans la simultanéité des actions, dans leur multiplication, dans l'intervention très directe de discours autres comme la publicité, les informations, la radio, etc. Moi, je me sens très proche de ça. Et je me sens très proche aussi de la poésie objectiviste américaine, en particulier de Resnikov, d'essayer de dire justement, sans pathos, sans affect particulier, de décrire au plus près l'action que je décris. Et dernier point, ayant écrit mes livres au présent pour différentes raisons, mais aussi pour celle-là, je pense que l'usage du présent est un temps extrêmement délicat en français, et que c'est vraiment un exploit d'écrire 700 pages au présent, parce que c'est un temps extrêmement brutal, âpre, difficile, mais qu'en même temps, sans avoir à le dire, cette âpreté, cette brutalité, cette violence que induit la phrase au présent, la scansion très particulière qu'elle suppose, renvoyait immédiatement, très directement, à l'état intérieur du personnage que je décrivais, sans que j'entre justement, comme Zola, dans la description psychologique des personnages. Donc, moi, justement, ça me fait penser un peu au Martin Eden de Jack London, et du personnage qui, justement, à la fois essaye d'être un ouvrier cultivé alors qu'il part de rien, et qui, justement, Jack London n'essaye pas de faire de psychologie spéciale avec Martin, et ça vient seul. Et c'est pour ça que je vous dis que j'appartiens, je crois, à cette tradition anglo-saxonne. Ma mère était américaine, beaucoup de ma culture est de la littérature anglo-saxonne, et je me reconnais plus facilement dans ça que dans toute une part de la littérature française. Et sur Vallès Mais, alors d'abord, c'est amusant ce que vous avez dit, parce que quand je suis passé à Radio Aligre il y a 10 jours, ils ont évoqué Zola pour ce livre. Voilà. Mais non, mais sur le rôle du présent, hein, du temps présent, là, je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites. C'est un temps batailleur en français, et qui prend en bras-le-corps le lecteur. Donc c'est brûlant, quoi, de faire un récit au présent. Pour celui qui tient la plume, en tout cas, c'est une certaine forme de violence. Et oui, alors moi je suis d'accord avec l'enracinement dans Vallès, hein. Sauf que dans la trilogie de Vallès, ce que je préfère, c'est quand même L'Insurgé. Oui. Bon, voilà. mais voilà. Comme tout le monde. Oui, voilà. Mais sinon, sinon j'adore Vallès, hein, qui est un très très grand écrivain, hein, qui est un immense écrivain, et qui est un peu réduit peut-être par son sujet, j'allais dire, parce que là vraiment c'est sublime. Par exemple, je suis sûr que Blaise Cendrars doit beaucoup à la langue de Vallès, à sa manière de raconter des histoires, c'est formidable. Et puis, bon, il y a beaucoup de romanciers français, moi, dont je me nourris. Il y en a un dont on ne parle pas assez, à mon avis, de nos jours, c'est Louis Guillou. Ah oui, vous avez raison. Le sang noir, ça c'est... Un grand livre. Oui. Et puis, tout Louis Guillou, mais c'est vrai que le sang noir, c'est absolument... Je suis bien d'accord. Oui, absolument admirable. Bon, mais j'aime beaucoup... alors moi, j'ai pas de racines américaines, mais c'est vrai qu'un des romanciers auxquels je reviens tout le temps, c'est Faulkner, et que dans le récit faulknerien, bon, je crois que j'en suis loin, mais le récit faulknerien, pour moi, c'est quelque chose d'admirable, quoi. C'est l'entremêlement des voix, c'est quelque chose de parfait chez lui. Alors pour finir, peut-être, on va revenir. Là, il y avait le festival d'Angoulême ce week-end, donc Gérard y était. On parlait au début là, de notre entretien de la disparition de la figure ouvrière dans la culture. Et pour le coup, la bande dessinée, c'est un des rares arts où il y a encore cette figure. Le président du festival cette année, c'était Baru. Donc Baru, toute son œuvre, c'est sur
enfin pas toute son œuvre, mais la plupart de son œuvre sur l'ouvrier, Larsenet avec le combat ordinaire qui fait une des plus grosses ventes, qui est aussi sur la question du devenir ouvrier politiquement, etc. Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir de la littérature ou... Non, c'est pas l'avenir de la littérature, c'est une forme de littérature, mais c'est pas plus l'avenir de la littérature. La littérature, c'est les livres qui sont écrits. La bande dessinée, c'est évidemment quelque chose de très bien, une autre façon d'aborder le réel, et tant mieux que ça soit comme ça. Mais je veux dire, il n'y a pas plus d'avenir de ce côté-là qu'ailleurs. Mais c'est là aussi ce qui est très bien, il faut prendre ça comme des signes encourageants, c'est de voir revenir au premier plan des récits, des personnages qui appartiennent au monde du travail. Si vous prenez la littérature anglaise, si vous prenez la littérature anglo-saxonne, américaine, etc., ça se fait très naturellement. Ça se fait très naturellement. J'ai lu récemment les textes, les récits, les poèmes et les textes politiques de Harold Pinter. Je veux dire, 1 sur 2, j'aurais écrit exactement la même chose. Je veux dire, on est du même monde, et bon, Alan Silito, enfin, samedi soir, dimanche matin, etc. Il n'y a pas ce fossé que l'on veut établir en France. Et surtout, je crois que ce qui est très important, et je crois que là, d'ailleurs, nos 2 livres concourent absolument à ça, c'est que dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui en France, je pense que le discours d'opposition doit être porté justement par les écrivains, par les cinéastes, par les dramaturges, par les artistes, comme il a été porté en Angleterre à l'époque de Margaret Thatcher, par les dramaturges, par les cinéastes, par les écrivains, parce que aujourd'hui, comme avant chez eux, eh bien, ceux qui auraient dû être naturellement les opposants, c'est-à-dire les travaillistes, étaient totalement muets et incapables de dire autre chose que de répéter un discours convenu d'opposition. Eh bien, nommer les choses par leur nom, dire la réalité du monde, dire le réel, c'est-à-dire ce qui ne va pas, eh bien, c'est la tâche première, à mon avis, que doivent occuper aujourd'hui les écrivains. En premier les écrivains et sans doute derrière les autres artistes. Et c'est pour ça que les livres sont importants, que la bande dessinée concourt à ce travail. Il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui se soient engagés nommément. Bon, comme vous l'avez fait avec Dan Frank au moment des manifestations, dans ce papier qui a eu un grand retentissement, sur le fait qu'il fallait surtout plus qu'on soit compté quand on défilait, mais qu'on cesse d'être aimable. Oui, qu'on cesse d'être aimable, voilà, exactement. Et que la colère seule s'entende, ou se voit, d'ailleurs. Oui. C'est vrai, mais ça serait bien, mais il y a quand même un certain silence, quoi. Oui, mais voilà, en même temps, notre vérité, c'est de ne pas renoncer, donc nous n'avons pas renoncé. Non, certainement pas.